Coucou, c'est l'actu mensuel Le Chant des mots, Stéphane Kiken pour vous servir. On essaye de comprendre le réel sans le figer. Bon bah ce mois-ci, ça a été un peu compliqué. Petit sommaire à côté, donc on va parler actu un peu perso, après les concepts qu'on a fait, actu du monde, et peut-être une petite conclusion si vous êtes sage. Ce mois-ci, ça a été compliqué. Février assez intense avec les vacances, etc. Mois de mars, je suis tombé malade. Moitié, moitié super fatigué. Mal à la gorge, pour ça, j'ai pas enregistré la vidéo. Là, avril est arrivé. C'est plutôt cool, il fait chaud, on est content. Mais voilà, j'étais pas au max, mais on a quand même bossé, on a écrit des concepts. On essaye de comprendre un petit peu comment on pense. Et en gros, j'ai travaillé sur un truc que j'appelle le réflexe culturel. On pense à partir d'un environnement, de notre vécu, sans s'en rendre compte. Donc pour expliquer ça, je me suis appuyé sur plusieurs auteurs. L'heuristique, avec des raccourcis mentaux. Souvent le cerveau, il va au plus rapide, hein, il est un peu fainéant. T'as Bourdieu, avec l'environnement social qui te façonne. Les frames, le cadrage en fait, tu racontes le réel à travers ça. Les biais, donc souvent le plus commun c'est confirmation. Tu confirmes à travers tes expériences ou ce que tu vois, ce que tu as envie de voir. L'identité sociale, tu vas défendre ton groupe. Et l'effet de position pour défendre ta place. Au final, on pense pas vraiment librement. Quand tu défends une position ou que tu as un groupe, eh ben, ça fait un effet miroir. On le verra tout à l'heure à travers le monocadre. Pour exemple, un mec à droite, il va expliquer la plupart des choses par l'immigration, en caricaturant, hein, bien sûr. Un mec à gauche, il va tout expliquer par les riches. Donc chacun renforce son camp, et plus ça se tend, plus leur idée se renforce et se confirme. Et ça nourrit une polarisation. Et le problème, c'est que ça endort un peuple. Et souvent, on devient un petit peu les idiots utiles de ceux qui utilisent cette polarisation. Et ça nous embête. Parce que quand tout est expliqué d'une seule façon et tout est cadré, tu réfléchis moins. Le monocadre, en fait, j'en avais marre que les choses, elles s'expliquent à travers une seule grille. J'en parlais l'autre fois dans un bar. Et un ami m'a dit oui, il y a des fascistes partout, quoi. Et il faut taxer les riches, voilà. Il n'y avait pas d'autre explication. Enfin, un petit peu ouvrir le truc. Bon, je pense que je l'ai pas super bien fait, mais voilà. Donc le monocade, c'est une seule grille qui explique tout. Tout devient logique et la conclusion, elle est posée, elle est là. Et en fait, j'ai analysé plusieurs vidéos pour expliquer ce phénomène, dont partager c'est sympa. La grille béquille, c'est un peu le même principe, c'est vraiment un mot, un filtre et on s'appuie dessus et ça nous évite de réfléchir. Ça simplifie mais ça enferme. Je trouve que la fenêtre d'Overton, elle marche pour les idées, mais j'ai l'impression qu'elle marche aussi pour les partis politiques. C'est-à-dire la fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre de ce qui est acceptable. Et cette fenêtre, elle bouge en fonction des années. Il y a 10 ans, peut-être qu'on était plus laxiste ou autoritaire sur certaines idées, certaines choses, certains comportements. Et avec les partis, c'est comme être de gauche, de droite. Mais maintenant, il y a plein qui analysent mettre les gens de droite, c'est des fascistes, c'est des riches, c'est des gens d'extrême droite, assez facilement. Alors que le problème, c'est qu'ils se comportent plus comme il y a 10 ans, où ils ont plus les mêmes programmes. La fenêtre, elle a changé, et ça, il faudrait le rafraîchir un petit peu les définitions. Parce que si on utilise des vieilles définitions, et surtout qu'on veut vraiment l'encadrer dans un monocadre, ça donne des choses qui sont pas exactes. Justement, la scholastase, ça va encore plus loin. Donc ça vient de scolastique, ce qui est assez... c'est l'école, en gros, scolaire. Et stasique, stase, c'est l'immobilisme. Donc c'est un discours figé. Donc c'est très propre, c'est construit, mais complètement fermé. C'est logique, mais ça cherche pas vraiment. Ça cherche plus à expliquer quelque chose de déjà fermé. Donc, par exemple, j'ai analysé des vidéos de Viktorovitch qui fait beaucoup ça. Philoxime qui essayait d'expliquer le fascisme à travers une définition. Et DocDocDoc,
En fait, les mecs de gauche, ils voient du fascisme partout et moi, j'analyse leur façon de le voir et de l'expliquer. Donc, par exemple, Doc Doc Doc, il écrit très bien, interprète tout en fait. Je vous donne un exemple. Il disait de l'interprétation, c'est qu'avant, ils mettaient des chemises noires. Maintenant, ils mettent des costumes. Donc attention, si vous mettez des costumes, vous êtes peut-être un fasciste. Tout devient suspect. Et en fait, tu comprends un truc, c'est que si ça marche comme ça, on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur. Donc j'ai pris le mécanisme, un petit peu de son texte, et j'ai mis des flatulences. Donc je vous le montre si vous voulez. Ça marchait, c'était logique, c'était absurde, c'était marrant. Donc en fait, ouais, je reprends, si une grille, elle marche pour tout, elle dit plus rien. Et là où ça devient intéressant, c'est dans l'éducation. Parce que le réflexe devient culturel, il se transmet à l'école, à l'université. On apprend beaucoup à citer, à reproduire, mais pas forcément à penser. Et ça crée facilement des biais d'autorité, on se sent légitime, quand on cite des gens, c'est cool. Mais il faut faire attention, pas penser qu'à travers les autres. Sinon, ça devient un entonnoir. À la fin, t'as des mots qui veulent tout et rien dire. Et souvent, ça tourne en boucle. Et en fait, on a essayé de partager ça sur Reddit. On a fait un texte et ça n'a pas trop pris. On essaye de véhiculer nos idées. Des idées pour essayer d'apprendre un petit peu à réfléchir. Ou à élargir le cadre. Pour nous, c'est un peu ça, la philosophie, c'est prendre du recul, élargir le cadre ou créer des déplacements de cadre. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est dans une tension qui est assez forte. À force de mettre des sujets sous le tapis, quand ils ressortent, chaque camp, il s'en sert. Toujours dans ce problème de polarisation, et ça devient dur de se comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit une lettre, parce qu'on invoque des mots, mais on ne sait plus vraiment ce qu'ils veulent dire. Actu e-sport sur League of Legends. Franchement, on est fiers de G2, s'ils sont allés en finale du First Stand, et surtout parce qu'on sent qu'ils ont trouvé leur rythme, leur harmonie, leur réglage, c'est vraiment une équipe de haut niveau. Ça joue plus propre, c'est beaucoup plus fluide, et ça fait plaisir à voir. Après, au First Stand, les Chinois, ils étaient vraiment très forts, en plus ils ont Viper, donc forcément ça pardonne pas. Mais G2 a fait quand même un exploit, ils ont 3-0 Genji, c'est pas rien. Et on pense aussi que ça vient de casser, qu'à monter le niveau en Europe, d'avoir plus de concurrence, de pression et de challenge. Ça fait vraiment progresser toutes les équipes. Dans tout ça, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, d'une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Grand Angle Nova. Mais là, je vais vous parler de posts qu'ils ont fait sur l'IA. Donc, il y a un mec qui a réussi à sauver son chien d'un cancer. En fait, le vétérinaire lui donnait que quelques mois. Et lui, il n'est pas médecin, mais en fait, il est ingénieur. Et là où les médecins, ils voient une impasse, lui, il y voit un problème. Et les problèmes, ça se résout. Donc, il a utilisé l'IA, des outils accessibles, et il a construit un traitement personnalisé. Un truc qui, il y a quelques années, coûtait des millions. Et lui, en quelques mois, en fait, la tumeur, elle a fortement réduit. Je crois de 75%, un truc comme ça. Alors attention, c'est pas magique. C'est un humain en fait qui a chapeauté tout ça, montre quelque chose d'assez énorme, c'est que la barrière d'entrée, elle est en train de tomber. Ce qui était réservé à des labos devient accessible à des individus compétents. Tu as des mouvements politiques qui veulent intégrer l'IA directement dans la démocratie. Donc des outils pour analyser les données, simplifier les lois et intégrer les retours citoyens en continu. Une forme de politique augmentée. Et là, on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est que d'un côté, tu as des systèmes qui se rigidifient et qui se renferment, et de l'autre, tu as des tentatives d'ouverture et d'expérimentation. Sinon, la guerre en Iran. La guerre en Iran, c'est un petit peu dur à comprendre, parce qu'en fait, Trump, il disait qu'il ferait pas la guerre. Il avait une ligne un peu isolationniste, America First. America First, ça veut pas dire forcément isolationniste, ça veut dire les intérêts des États-Unis en premier. Et là, le truc, c'est qu'il fait des choses un peu incohérentes, qui peuvent paraître incohérents, au moins. Parce que d'un coup, il dit qu'il va s'arrêter, puis il s'arrête pas, et puis qu'il ira pas, et qu'en fait, il y va. Bon, les marchés, ils pètent un câble. Et au-delà de ça, on a l'impression que les États-Unis, ils gèrent plus vraiment leur alliance. Ils mettent la pression, ils bousculent, ils humilient, même les partenaires. Et en fait, surtout, ils prennent des décisions qui ont un impact énorme sur l'économie mondiale, et mais pas
que l'économie. Donc forcément, on essaye de comprendre parce que ça donne vraiment l'impression d'un système qui produit du chaos. On s'est intéressé en fait à ce chaos. Quand tu creuses, il y a plusieurs pistes. Il y a la stratégie de l'imprévisibilité. Tu testes un petit peu en mettant la pression, en déstabilisant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des alliances fortes avec Israël, des logiques de sécurité, d'intérêt commun et d'influence politique. Mais autour de ça aussi, il y a des milieux un peu évangélistes, portent des visions religieuses du conflit, avec des lectures eschatologiques. Certains pensent que le chaos peut accélérer une forme de destin. Mais on ne dit pas que c'est la vérité, on dit que en fait, ces idées, elles existent et qu'elles circulent et qu'elles peuvent influencer. À quel niveau? Ça pèse vraiment, on ne sait pas. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le problème, c'est que ce chaos, il reste pas local. Vu qu'on est dans une économie mondialisée, le détroit d'Ormuz, c'est une artère essentielle. Et quand ça bloque, ça touche vraiment tout. Le pétrole, le gaz, mais aussi l'engrais, l'industrie, l'alimentation, tout l'aspect pétrochimique. Derrière, c'est le plastique, le textile, les matériaux, enfin vraiment énormément de choses qui ont énormément de conséquences. Parce que tout ça, c'est vraiment une base entière de notre économie. Et dès que ça bouge là-dessus, tout s'enchaîne. Les prix montent, les tensions, les chaînes se bloquent. Et ça se propage comme des dominos qui tombent. En fait, ça donne une crise énergétique qui va laisser des traces irréversibles. Il y a un autre facteur qu'on oublie aussi, c'est un peu les capitaux. Les investisseurs, souvent, ils cherchent avant tout de la stabilité. Et il y a des villes, si on prend par exemple Dubaï, leur modèle, il repose là-dessus. Attirer des gens, des entreprises, des projets dans un environnement stable et prévisible. Les investissements, les projets et l'économie peuvent en prendre un coup. Quand tu crées du chaos dans la zone, tu touches pas qu'un pays, tu ralentis toute une dynamique, toute une zone, même chez des alliés. Et en parallèle, il y a un autre effet, c'est que tu peux, tu vois, America First, créer de la dépendance. Donc tout devient instable. Les États, les entreprises, les acteurs économiques, ils cherchent un point stable. Et ça peut devenir... Et souvent, ils se tournent vers ceux qui ont encore une capacité d'action. Donc même en désorganisant une région, tu peux renforcer ta position ailleurs. Sur l'énergie, les échanges, les négociations. Tu deviens celui avec qui il faut traiter. Celui avec qui il faut faire des deals, en fait, parce que tu n'as pas le choix. Et en plus, le chaos, il n'est pas chez toi. Donc tu gardes une forme de stabilité intérieure tout en influençant l'extérieur. Et ça donne une impression de maîtrise. Même si en réalité, on pense que tout n'est pas totalement contrôlé. Et comme d'habitude, c'est le monde entier qui encaisse avec toutes ces tragédies. Sinon, j'ai un nouvel ordinateur. Et ça, c'est aussi grâce à une bonne nouvelle dans la mauvaise. Ça faisait un moment que j'achetais des pièces petit à petit, mais j'ai déconné au moment d'acheter la RAM. J'ai pris un peu trop de temps et je savais que le marché il était tendu à cause de l'IA. En fait, c'était la dernière pièce qu'il fallait que j'achète. J'ai pu l'acheter parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été remboursé. Remboursé par La Poste, ce qui m'avait détruit le premier colis que j'ai envoyé de figurines. D'habitude, je le donne en main propre. Et ils m'ont remboursé les 2/3 parce que j'avais pas la facture. J'avais mis un prix symbolique. Je l'avais fait assurer à hauteur de 300 €. Mais bon, c'était un bon mois de travail, full. C'est-à-dire que je me laissais une semaine par figurine, max. J'en ai peint 3 et de les pousser au mieux que je pouvais. Alors pour moi, c'est incroyable de réussir à faire ça en une semaine parce que je suis plutôt lent. Un mois pour peindre les figurines de Demon Slayer pour le Noël de mes neveux qui ont été détruites, quoi. Bonne nouvelle dans la mauvaise. Mais ça m'a permis de finir d'acheter mon PC. Sur les municipales, il y a un truc intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'alternance et ça donne un peu comme un jeu à somme nulle. En fait, les choses, elles bougent pas. La gauche, elle remplace la droite elle remplace la gauche. Mais au fond, il n'y a pas grand-chose qui change. On vote de plus en plus pour une personne, mais il y a quand même quelque chose à noter, notamment à la campagne de Sarah Knafo. Parce que c'est pas juste des sujets sécurité, démocratie, pouvoir d'achat. Ça, tout le monde le fait. Enfin, balancer des mots creux comme ça, tout le monde le fait. Sauf que là, elle a fait quelque chose d'assez pragmatique. Elle est allée beaucoup plus loin. Elle n'a pas juste posé des idées. Elle a détaillé, elle a proposé des choses concrètes et des dispositifs précis. Tu vois, par exemple, des détecteurs de bruit, un meilleur éclairage pour des interventions plus rapides. Que ça soit bien ou pas, on s'en fout. On propose des trucs, comment on fait. Et surtout, pas en mode technocrate. Elle a fait appel à des gens du civil.
Donc des ingénieurs, des profils techniques, pour repenser par exemple la circulation et l'urbanisme, les coûts, etc. Tout ça intéressant. Ça change un peu la manière de faire de la politique parce qu'on passe du discours à de l'exécution, ou on pense que ça le fait. Et en fait, quand tu regardes Paris aujourd'hui, bah, tu comprends pourquoi ça parle aux gens. La ville, elle est chère, le logement est tendu, il y a de l'insécurité, les commerces y ferment, énormément de Parisiens qui s'en vont, quoi. En face, bah, t'as des réponses qui sont assez floues, quoi. Des grands principes, des grandes idées, pas beaucoup de concret. Donc c'est peut-être ça le vrai basculement. En fait, les gens, ils en ont marre des mots. Ils veulent voir comment on fait et si ça marche. Ça pose une vraie question. Est-ce qu'on fait encore de la politique? Donc, est-ce qu'on essaye de enfin régler des problèmes? Un mois fatigant, mais quand même un peu productif. Sinon, j'ai écrit des nouvelles chansons, mais j'ai eu un peu de mal à les finir, et du coup ce mois-ci je vais peut-être sortir 2 vieilles chansons mises à jour. J'ai essayé d'avancer dans le projet, le chant des mots, d'y voir un peu plus clair, et on se rend compte que le problème c'est pas forcément qu'on pense mal, c'est qu'on voit pas, on voit mal comment on pense, et surtout ce que ça produit. Parce que même une idée imparfaite, elle peut t'ouvrir. Si tu la regardes vraiment. Donc force à ceux qui ont fait l'inventaire il n'y a pas longtemps, et bon mois d'avril à tous. Qui murmure dans nos veines. Le chant des mots, c'est la pierre qui résonne. Le chant des mots, c'est le feu